Après 2 saisons sur Netflix, The Witcher est loin d'être terminé car la plateforme nous réserve maintenant quelques spin-offs et c'est l'héritage du sang que nous allons aborder dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, nous allons parler d'une petite série de fantasy issue de l'univers de The Witcher, dont rien que ça fait envie, créée par Declan Nebarra et bien sûr supervisée par Lawrence Michisrich. Avant d'aller plus loin, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas fait à regarder la vidéo précédente qui parle d'un futur spin-off de la série The Witcher. Je pense que ça va vous intéresser et vous faire une petite mise en bouche avant d'entamer cette nouvelle vidéo. Bref, Blood Origin, l'héritage du sang est en fait un préquel à la série phare The Witcher sur Netflix, inspiré bien sûr des livres d'Andrzej Sapkowski, mais là, alors là par contre je mets de très gros guillemets, car il suffit de voir les quelques images pour se rendre compte que les créateurs n'avaient plus trop l'air d'avoir pied sur ce qu'ils étaient censés adapter. Et croyez-moi, on aura tout le temps de développer. Il s'agit ici d'une mini-série en 4 épisodes seulement, alors que 6 étaient prévus à l'origine. Ça sent déjà l'organisation bordélique, où ils ont sûrement dû prendre des décisions difficiles pour arriver au bout de leur projet. Mais pour s'en assurer, nous allons devoir nous farcir ces 4 épisodes, et comme toujours, avant de juger, je ne demande qu'à être surpris. L'histoire se situe dans un monde elfique 1200 ans avant les événements de The Witcher. Nous nous retrouvons dans une histoire oubliée de tous où naquit le premier sorceleur. Tout ceci va créer tout un enchaînement d'éléments qui va amener ce monde à la conjonction des sphères, un cataclysme mêlant les monstres à celui des hommes et des elfes ensemble. Bon alors, petite anecdote, au moment où je m'enregistre, je suis complètement malade mais comme un yinche. Je suis malade. Et franchement, j'ignore si c'est cette série qui m'a filé la gastro. En tout cas, il n'y a pas d'arnaque car tout est exactement comme ce que la bande-annonce nous avait promis. Et alors je préviens, c'est possible que je spoil. Voilà, c'est pas sûr. Franchement, je ne suis pas certain que ce soit une grosse perte. La série démarre sur une connexion qui m'a semblé un peu inutile sur le personnage de Sasuke pour faire le lien avec la série phare. Mais bon, croyez-moi, ça passe. C'est vraiment tranquille. Pour dire vrai, lors du premier épisode, j'ai eu l'impression de regarder un produit réalisé par une intelligence artificielle qui utilise des mots-clés attribués à la fantasy et bien sûr des mots-clés attribués aux mœurs actuelles. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un macho dans une taverne qui agresse la serveuse maquillée comme aujourd'hui, la femme forte et indépendante qui déglingue le mec pour montrer à quel point elle est forte, la femme forcée à se marier par alliance, alors que son cœur bien sûr balance pour un autre, le couple gay qui se cache, qui ne nous emmène d'ailleurs pas très loin, et qui va de pair avec la naine lesbienne, pas drôle, une seconde. Et ce n'est pas fini car il ne faut pas oublier la meuf muette présente ici uniquement pour le quota d'handicapés. Et regardez juste à quoi elle ressemble, mais regardez son putain de piercing. Pitié, mais que quelqu'un me sorte de là. Mais comment voulez-vous que je ne chope pas la gastro avec tout ce globi-boulga? Bon, on va pas se mentir, The Witcher est devenu la poubelle de Netflix qui aurait pu servir de parodie South Park il y a 15 ans. Au-delà du concept autour de la conjonction des sphères qu'on connaît tous, je ne comprends pas en quoi il était si important de lier cette histoire à tous ces personnages qui finalement ne racontent pas grand-chose. J'aurais peut-être apprécié une histoire focalisée sur voire 2 personnages grand maximum, et là j'ai envie de citer encore une fois le cauchemar du loup. C'est un très bon exemple. Alors certes, il y a beaucoup de personnages dans le cauchemar du loup, mais on est vraiment focalisé principalement sur Vézémir. L'héritage du sang essaie de nous refourguer un pseudo-complot politique, mais vraiment qui relève du niveau 1 de Game of Thrones et je suis sympa, alors que ça cherche clairement à faire pareil. L'autre truc qui montre à quel point il n'y a absolument aucun travail de recherche sur l'univers établi, c'est il y a un personnage qui dit, donc on est chez les elfes, il y a un personnage elfe qui dit vous ne parlez pas au nom des elfes. Du coup moi je me suis dit mais à part 3 ou 4 nains, bah ces elfes là seront déjà entre eux. C'est comme si au Moyen-Âge, les politiciens se disaient vous ne parlez pas au nom des êtres humains. Wait, what? Mais ça encore ça va puisqu'à côté il s'est passé exactement ce que j'imaginais, c'est-à-dire que la conjonction des sphères n'est désormais plus un cataclysme. C'est juste presque un accident de la route. Et sans parler du fait que ce cataclysme finalement ne se résume qu'un vieux fondu au blanc et Magicobus. Vous savez, quand je lisais les livres ou quand je jouais au jeu, j'avais toujours imaginé la conjonction des sphères comme quelque chose de réellement apocalyptique, où tous les êtres vivants devaient repartir de zéro, réapprendre tout. Au final, cette série a préféré résumer tout ça à une espèce de cuite. C'est complètement une cuite, et c'est génial. C'est complètement génial, parce que tout le monde parle la même putain de langue. Waouh! Ça c'est du travail de recherche. Alors qu'il y a normalement une langue elfique. Après, je comprends que pour le format de la série,
Ça aurait été chiant de voir ces personnages parler une autre langue avec des sous-titres, mais dans ce cas-là, il y a d'autres solutions. D'autres solutions beaucoup plus artistiques. C'est-à-dire faire en sorte qu'on n'entende que les elfes parler, mais pas un être humain. Bref, c'est... Ouah. La gastro n'est pas finie. Depuis que cette franchise appartient à Netflix, j'ai l'impression qu'ils déconstruisent tellement l'univers du sorceleur qu'ils finissent par nous produire l'inverse de ce que ça devrait être à la base. Un univers qui pour moi a toujours été à peu près à mi-chemin entre Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. Déjà, et je sais que c'est dur à comprendre, hein, mais les nains, ce ne sont pas des humains atteints de nanisme. Ça c'est... Faut vraiment l'enregistrer. Les nains dans The Witcher sont des créatures humanoïdes exactement comme le Seigneur des Anneaux. Sans parler du fait que les femmes nains sont présentées de la même façon que dans Lord of the Rings, c'est-à-dire qu'elles sont cachées par leur peuple justement pour éviter la chute démographique. Les femmes nains sont de précieux bijoux. Et il ne me semblait pas que l'univers de The Witcher avait présenté ça, le fait qu'une femme nain se batte, qui de plus est jouée par une actrice atteinte de nanisme. Je veux dire, tu ne peux pas créer de scènes d'action cohérentes avec ce type de personnage. Ça coule de source. Les nains sont au contraire censés être très larges et très robustes, ce qui fait qu'on se retrouve avec ces tristes scènes. Parce que même les créateurs n'y croyaient pas suffisamment pour nous montrer quoi que ce soit. On peut parler aussi du personnage principal, Ailey, si ça se prononce bien comme ça, qui, pour la faire courte, est en quelque sorte l'ancêtre de Ciri, puisque le sang ancien s'émane de ce personnage. Donc bon, je ne vais pas tourner autour du pot, je sais qu'il y a plus de 1000 ans d'écart entre les deux séries, mais je veux dire, artistiquement parlant, tu fais pas ça. Tu prends pas des actrices aussi différentes physiquement que ça. Surtout que cette nouvelle héroïne est censée être une barde, donc à la limite on aurait pu penser qu'elle a des liens avec Jaskier dans le passé. Bah en fait non, donc c'est bizarre, votre série est vraiment bizarre. On peut ajouter aussi le fait que seuls les êtres humains peuvent devenir sorceleurs. Et là c'est pareil, je vais faire appel aux connaisseurs pour savoir si je me trompe ou non. J'en ai d'ailleurs discuté avec un pote, mais il me semblait que les humains avaient créé les sorceleurs justement pour se protéger des monstres. Donc le fait de voir un elfe devenir sorceleur, bah c'est un peu bizarre quand même. Et c'est là aussi qu'on arrive à tout ce problème autour du mixage ethnique dans cet univers. C'est qu'en vérité, j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemble l'arbre généalogique de Netflix. Juste pour voir à quel point ils ont réussi à fucker l'univers. Et puis bon, le reste de la bande est si cliché que j'avais presque l'impression de déjà les connaître, mais sans comprendre ce qu'ils sont censés être dans le fond. Pour vous donner une idée de ce qu'est réellement l'héritage du sang, eh bien c'est très simple, vous prenez la série de base, The Witcher, avec les mêmes défauts, et sans la qualité. Parce que c'est vrai quoi, dans la série de base, il y a quand même de la qualité, il y a de bonne musique, il y a de bonnes scènes de combat, il y a une petite ambiance froide et neigeuse, il y a Henry Cavill aussi. Mais pourtant ici, dans l'héritage du sang, dès le démarrage, je me suis dit, ok, encore des réals incompétents qui se sentent subversifs en tentant des trucs bidons comme mettre l'image à l'envers. Waouh! Ça c'est créatif, ça n'a pas de sens et ça ne raconte rien, mais c'est original. On dirait que tout a été filmé à la caméra épaule dans l'espoir de faire un joli plan sur un malentendu. Bon, c'est pas non plus une horreur, disons-le franchement, c'est simplement le travail parfait d'un yes man. Et c'est pas non plus désagréable à regarder. C'est comme si on mangeait un gros McDo cancérigène que tu finis par regretter parce que ça fait grossir. Par exemple, les combats dans l'ensemble, ça va. J'ai vu mieux et j'ai vu pire. L'Arial est simplement une bouillie sans âme qui répond à toutes les commandes de la prod. Sans parler du grand final qui est d'une laideur, mais vraiment c'est... Je vous promets que la série d'origine est bien mieux faite. Vous savez, dans un univers inspiré de la culture nordique, scandinave et un peu slave, il y a dans cette série quelque chose que je trouve de presque raciste au sein du casting ultra diversifié, qui visiblement s'inspire beaucoup plus de Los Angeles. Par exemple, parce qu'on a mis Michelle Yeoh que j'adore, et bien forcément on va lui faire des trucs de chinois, en lui faisant manipuler un sabre à la con. Alors que l'actrice est malaisienne, mais bon passons. Une confusion posée là uniquement parce qu'elle a joué dans les grosses productions du type Tigre et Dragon, d'autant qu'ils ont fait tout d'un truc autour d'une épée qui est complètement le cliché repris de ce film culte. Et puis c'est pareil pour Lenny Henry. C'est parce que l'acteur est noir qu'on doit forcément lui faire porter une tenue du Wakanda. Et c'est ça, mais pour tout le reste. Et puis bon, la héroïne a si peu de charisme que ça en fait presque peur. Et le reste du casting est particulièrement catastrophique. Même ceux qui sont bien choisis sont parfaitement dévalorisés par les costumes. Mais regardez cette couronne, bon sang! Allô? C'est dégueulasse! Genre sur tournage des créateurs, des réals, des showrunners aux techniciens, personne ne s'est dit que c'était dégueulasse. Moi ça m'inquiète parce que je me rends compte que sur la forme Netflix produit de plus en plus de fiction un petit peu poubelle comme ça, du même goût que Cowboy Bebop ou encore la série Resident Evil. Et j'ai déjà une pensée pour la future série One Piece. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'ai l'impression que l'héritage du sang a été tourné au Fort Boyard. Et encore, le Fort Boyard, on a des plans sur le vrai fort. Ici, les décors sont fades et étriqués, aseptisés et tristes. Certains elfes ressemblent à des vikings. Il n'y a aucune règle, aucune logique dans l'utilisation des costumes, mais ne serait-ce que pour différencier les différents clans, les maisons, les peuples. Non, ici, l'important est que les vêtements fassent fantasy. Ou pas, hein. Parce que cette espèce de blouse blanche de docteur,
de SF, c'est pas possible. Regardez un peu ces coutures, mais comment ils font ça dans un univers comme ça qui fonctionne à peu près comme celui du Moyen-Âge? Enfin, je ne sais pas moi, personne ne réfléchit. Regardez l'armure de cette meuf. Alors c'est quoi ça, c'est Donjons et Dragons? Je n'ai pas cru une seule petite seconde à cet univers. Tout est fake, ça pue le studio sur chaque plan. Et mention spéciale au palais qui ne dégage rien visuellement. Mais vraiment, à l'intérieur, on dirait que c'était filmé à Châtelet. Alors que justement, cette série devait être importante dans sa direction artistique, puisqu'elle est censée nous montrer les origines de la conjonction des sphères du côté des elfes. Concrètement, le monde devrait être fondamentalement différent. Un monde différent de celui des humains, parfaitement extravagant et féerique. Or, là je suis désolé, mais on se croirait presque chez nous, encore plus que dans la série originale. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des effets spéciaux? La 3D dégueule sur les panoramas. Je veux dire, mais regardez le design des créatures, regardez les fonds verts. Il y a plusieurs passages qui m'ont fait halluciner. C'est-à-dire qu'on a déjà un plan avec un fond complètement dégueulasse, et on voit les reflets du fond vert sur les personnes du mec. Même moi je peux faire mieux, pour la simple et bonne raison qu'il existe une option sur After Effects pour ça. Et regardez un peu comme ça bouge. Regardez dans le trou du piercing. Genre on voit des vrais morceaux de fond vert se détériorer. Et c'est pas tout parce que la photo, bon, moi j'ai marqué la photo est proche d'un fanfilm YouTube. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça parce que c'est pas vrai. Les fanfilms YouTube font beaucoup mieux en termes de mise en scène, d'éclairage et de couleurs. Et je pense que la série aurait pu gagner quelques points si elle avait eu un vrai travail autour de l'image. Et j'aurais pu reprocher quelque chose à la musique si tout le reste avait été irréprochable. Pour l'heure, la musique est particulièrement oubliable, mais correcte malgré tout. On sent que le compositeur a fait les efforts de s'inspirer de l'ambiance nordique, contrairement aux autres. The Witcher, l'héritage du sang est sorti le 25 décembre et je crois que j'ai connu mieux comme cadeau de Noël. Par l'esprit de Tolkien, je souhaite sincèrement qu'on interdise les Américains de produire de la fantasy. Je veux dire là, c'est plus possible en fait. Les mecs sont trop en roue libre, ils s'inspirent tout le temps des mauvaises choses, ils ont complètement perdu leur repère et ça fait flipper. Ah, je le dis, je n'arrête pas de me dire mais pourquoi, nom d'une pipe, pourquoi Netflix produit ce genre de fiction qui, d'une façon ou d'une autre, sera annulé? Ça va bider ça. En tout cas, si suite il y a. Donc, mettons la fantaisie de côté, l'Occident ne sait plus en faire, seuls les Asiatiques ont l'air de comprendre comment ça marche, et on reverra ça peut-être dans 10 ou 20 ans, quand un film OVNI sortira une vraie version de The Witcher, mais pour l'heure, on n'y est pas. Je m'arrête ici, je suis mort. Vraiment, je suis malade, je suis mort. Complètement malade. Donc, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires si vous avez déjà vu la série, bien sûr. Et si vous ne l'avez pas vue, eh bien écoutez, ne la regardez pas. Voilà, ça vous fera économiser 4 petites heures. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.